C'est un grand entretien que nous vous proposons aujourd'hui dans Smart Job pour sa rentrée de la saison 2. Je reçois Philbert Corbregeot. Bonjour Philbert. Bonjour Fanny. Vous êtes coach, vous êtes également mentor conférencier chez Talents, j'ai envie de dire ça à l'anglaise, mais alors pas du tout, c'est Talent Latent & Co. C'est exact. C'est ça, c'est la société que vous avez, société de coaching que vous avez montée. Vous avez aussi sorti ce livre, ce livre qui va paraître sous peu et sortir aux éditions Erol le 2 septembre prochain. Libérez vos talents, personne ne le fera à votre place. Un livre qu'on trouvera bientôt dans toutes les librairies. Alors, libérez vos talents, personne ne le fera à votre place. On a un talent, on le sait, on le voit, mais parfois il est caché. Puis il y a aussi la vie que l'on a. Vous n'avez pas forcément la vie à laquelle vous étiez destiné. Loin s'en faut. Votre père était maçon. Tout le monde voulait que vous deveniez maçon. Et vous n'êtes pas maçon aujourd'hui. Non, effectivement, j'avais 10 ans et je rêvais d'être avocat. Je viens de terminer mon CM2, puis j'arrive avec mon bulletin de notes, heureux d'avoir de bonnes notes, et puis je montre ça à ma mère. Puis elle me dit, Philbert, il faut rester à ta place. Tu seras maçon comme ton père. Tu ne vas pas t'élever d'une condition qui n'est pas la nôtre. Ah, je vous garantis que ça jette un froid, et moi je suis resté en hibernation pendant 8 ans, jusqu'à la fin de ma scolarité, qui était une scolarité basique, parce que je n'ai pas eu le droit de faire des études. J'ai négocié avec mes parents, grâce à l'intervention du directeur d'école, pour faire un CAP. Mais que je n'ai pas choisi d'ailleurs, un CAP d'électromécanicien. Histoire de dire, il va jusqu'à la fin de sa scolarité. Et je suis rentré tout de suite dans la vie active avec un CAP en poche, comme ouvrier à la chaîne, dans une usine de Renault. Et là, j'ai très vite compris que ça allait être long, voire très long. Et ça ne vous plaisait pas du tout? Non, évidemment. D'abord, je n'avais pas choisi mon métier. Quand on veut être avocat, effectivement... J'en étais très loin. On en était loin. J'en étais très loin. Et puis, j'avais quand même de bons résultats, ouvrier à la chaîne. C'est rien de valeureux, mais j'avais quelques bons résultats. Je vais voir mon chef d'équipe, il me dit Philbert, c'est très bien, vous êtes courageux et travailleur, mais vous voyez, vous n'avez pas votre bac. Entre guillemets, revenez dans quelques années. Alors ça, à cette époque-là, j'ai pas pris d'ombrage. Alors j'ai dit, tiens, je vais prendre des cours d'histoire, tout naturellement. Et là, je ne savais pas que j'allais en prendre pour 20 ans. et puis, une fois que j'ai purgé ma peine, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en organisation avec le CNAM. Avec un peu de recul, votre maman qui vous disait il faut rester à sa place. Vous avez réussi à vous émanciper de ce schéma familial. Ça demande de la volonté, de s'opposer aussi. Est-ce que vous pensez que tout le monde est capable de le faire déjà ? Parce que vous dites personne ne le fera à votre place de libérer son talent. Quand on n'est pas, on sait à quel point finalement la famille oriente aussi les vocations on peut en parler d'ailleurs de reproduction sociale, oui. d'ascenseur social. Comment on sort effectivement de ce milieu où on vous a inculqué à travailler dur, mais à travailler avec ses mains, rester à sa place, ne pas faire de vagues, parce que ça fait peur aussi par rapport à une famille. C'est quoi le déclic, finalement ? Tout dépend du contexte où vous évoluez déjà. Parce que, avant de vous dire ce déclic, à l'époque, j'habitais à Noirmoutier. C'est-à-dire que je suis né sur l'île de Noirmoutier, il y a 50 ans de ça, il n'y avait que 3 métiers possibles. La pêche, l'agriculture et le bâtiment. Donc il faut remettre ça dans son contexte. Maintenant, le déclic. Le déclic, c'est que moi, je rêvais d'être avocat. Donc j'avais quand même un rêve d'enfant qui était là. Et j'avais des capacités intellectuelles à l'école, même si je n'étais pas forcément... je n'ai pas été jusqu'au bac. Mais je sentais que je pouvais faire quelque chose. Et donc, le déclic, il vient soit de son entourage, qui peut vous aider, ou soit c'est vous qui pouvez vous prendre en main. Mais pour se prendre en main, il faut une méthodologie. Et un état d'esprit qui nous permet de passer les saisons riches et pauvres. Et c'est ce que je décris justement dans le livre. Comment... Donc, vous aidez aussi ceux qui ont... des envies, parce que souvent c'est ça à la base, une envie de faire quelque chose, et on n'a pas forcément la méthode. Vous accompagnez ces personnes-là à trouver et à révéler, justement quand on parle de révélation de talent,
On sait qu'on sait faire quelque chose, mais on voudrait aussi les mettre à profit. Hein. Et tout à fait, vous avez raison. Et beaucoup ne savent pas qu'ils ont du potentiel. Et ça, c'est terrible. Et certains ont des rêves, mais qui ne sont pas en adéquation avec le potentiel. Ça, on va reparler de ça, mais est-ce que vous, en France, aujourd'hui, dans d'autres pays aussi, mais restons en France, le diplôme, c'est un peu le sésame. Oui. On a un diplôme qui vient clôturer, valider un cursus de formation universitaire ou en école. Finalement, on a l'impression aujourd'hui que les diplômes obtenus dans un cursus scolaire classique valent plus que l'expérience, d'une part, ou alors il faut qu'ils soient ajoutés l'un à l'autre, et peut-être plus qu'une formation certifiante qu'on suivrait par la suite en formation continue. Ouais, Est-ce que c'est une barrière, en fait? Parce que le recruteur, vous venez le voir, vous avez votre CV. Hein. Est-ce qu'il s'en tient à vos envies, votre potentiel, ou à votre diplôme? Alors, malheureusement, non. Il se tient justement au CV, est inscrit dessus l'expérience, hein, et les diplômes, qui sont ce que vous avez appris à un moment, et puis souvent qui sont obsolètes. Et donc, on ne tient pas compte de cela. Et d'ailleurs, quand je vous disais que j'avais pris pour 20 ans, ce qui est terrible, c'est qu'après 20 ans de cours du soir, mais c'est incroyable, après 20 ans de cours du soir de formation continue, j'étais dans une autre entreprise, parce que j'ai dû quitter tous les 5 ans, parce qu'à chaque fois, on ne me reconnaissait pas. J'avais pas le bac plus 2, après, j'avais pas le bac plus 4, puis après, j'étais pas ingénieur. Donc, vous voyez, ça n'en finit jamais, quoi. Et quand j'étais ingénieur chez Péchinet, comme le numéro 1 mondial à l'époque, c'était pas rien, je revois encore le DRH qui me dit d'un ton paternaliste et condescendant, comme il y a 20 ans, c'est bien, monsieur Corbourgeot, vous êtes courageux et travailleur. Malheureusement, chez nous, mais un arrêt métier et directeur de production, un ingénieur des mines et directeur d'usine, et un polytechnicien et directeur de département. On me dit, c'est dommage, vous n'êtes pas dans la nomenclature. La nomenclature, le cadre. Donc finalement, on n'est pas dans les clous, on ne rentre pas dans la case. Et j'avais quand même un diplôme d'ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers. Vous voyez? Donc, après 20 ans de cours du soir, à entendre ça encore, c'est quand même incroyable. Ce qui m'a fait d'ailleurs dire que maintenant ma quête, ça va être justement de libérer les talents cachés, puisque moi j'ai évolué, j'ai eu cette chance, peut-être un peu de courage et un peu de chance. Hein, la chance sourit aux audacieux, comme on dit. Donc, comme j'ai eu la chance d'évoluer à tous les niveaux hiérarchiques, mais en changeant à chaque fois, parce qu'à chaque fois, on ne me croyait pas. Hein, à chaque fois, on me disait que je n'étais pas capable. Et donc, la chance d'évoluer grâce à la formation, et je dis bien, justement, grâce à la connaissance et non pas à la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le diplôme. J'ai toujours pu évoluer avant d'avoir le diplôme, quand même. Donc, j'étais dans une dynamique. C'est ça que j'explique dedans. C'est ça qui est important. Il faut que cette dynamique soit en lien avec votre projet et votre potentiel. Et pas forcément avec votre rétroviseur. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle le rétroviseur, c'est les compétences. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Mais Confucius... Mais elles ne suffisent pas. Confucius dit que l'expérience est une lanterne accrochée à votre dos. Il n'éclaire que le chemin parcouru. Alors que le bilan de potentiel, lui, il éclaire l'avenir. C'est votre potentiel, c'est votre projecteur qui éclaire l'avenir. Mais éclairer quoi? Il faut avoir un projet. Si vous avez du potentiel, si vous avez un souffle de marathonien, mais vous n'avez pas envie de courir... Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas envie de faire le marathon, ça ne sert à rien. L'épanouissement, c'est majeur dans cette question, finalement. Oui. Vous parlez énormément de cet enjeu d'un certain alignement, vous allez nous en parler. Hein. Oui. Finalement, s'épanouir au travail, ça relève de l'alignement des planètes. Bah, écoutez, il y a une étude... Vous avez des envies, vous avez un poste, vous avez aussi votre employeur. Comment on fait pour que tout s'aligne correctement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas satisfaits, qui sont désengagées au travail. Totalement. Il y a une étude de Gallup qui a été faite en 2017 et qui fait toujours actualité aujourd'hui, qui dit que 69% des salariés sont désengagés et 25% totalement désengagés. Non mais, vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et maintenant, on parle en plus du burn-out qui arrive. Et on a aussi beaucoup parlé de sens au travail. Eh bien oui, on y arrive justement. Alors c'est justement pour ça. Pourquoi ils sont désengagés? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont feignants ou incompétents. C'est parce que justement, il manque de sens, soit dans le projet collectif, soit dans leur projet eux-mêmes, ou en lien, puisqu'on parle d'alignement des planètes, ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont suivi un cursus scolaire,
mais qui n'étaient pas en adéquation avec leur potentiel et leur passion. Et oui, et arrivé un moment, ils sont en décrochage. On dit « Ah ben j'ai 40 ans, j'ai un diplôme d'ingénieur et on est has-been ». Ben non, je suis désolé. Moi, j'ai fait ma reconversion tous les 10 ans. Et à 50 ans, j'ai rechangé de métier. Et puis là, j'ai 60 ans et je vais en faire encore un nouveau. Est-ce que vous pensez que tous les changements que vous avez opérés avant d'avoir vos diplômes peuvent s'apparenter à de la reconversion professionnelle? Parce que finalement, par rapport à ce que vous nous dites, il faut trouver un alignement, s'épanouir avec ses envies. L'orientation, elle n'est pas forcément bonne dès le départ. Vous, ce que vous proposez, c'est justement de trouver ce sens qui est en chacun de nous, à n'importe quel moment de la vie. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'impression de vous reconvertir X fois? Ben oui. Oui, le problème, alors comme je viens de Noirmoutier, je vais reprendre une citation qu'on dit souvent, il faut remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire qu'il faut repartir du début. Et le point de départ d'un épanouissement, c'est son potentiel, connaître son potentiel. C'est le point de départ. Hein, c'est la conscience de soi. C'est ça qui est important. Si vous n'êtes pas conscient, vous pouvez faire n'importe quelles études, si vous n'êtes pas conscient de votre potentiel, arrivé à un moment, vous allez vous essouffler. Donc c'est le point de départ, ce potentiel-là. Le potentiel, il faut faire quand même un peu de pédagogie, c'est une aptitude à faire quelque chose de remarquable, si on l'exploite. Malheureusement, si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'exploiter. Et donc c'est ce que je propose, c'est de dire, vous avez peut-être fait de brillantes études, mais connaissez-vous réellement votre potentiel? Quand vous voyez que pour moi, j'ai fait pendant 20 ans une évolution sociale, comme on dit, d'ouvrier à la chaîne jusqu'à directeur, d'un leader européen, c'est une évolution où j'étais assez satisfait. Mais je n'étais pas en phase avec mon potentiel. Si j'avais continué, j'aurais fait un burn-out. Et donc voilà, combien sont dans ces conditions-là? Vous parlez d'ailleurs de talent gâché. Est-ce que l'entreprise a aussi un rôle à jouer? Parce que finalement, personne ne le fera à votre place. Je le rappelle, c'est une des parties du titre du livre que vous sortez aux éditions Erol. On est responsable de sa propre formation, d'un certain alignement entre ses envies et son bien-être au travail. Est-ce que l'entreprise a aussi un rôle à jouer? Globalement, elle a des talents cachés. En fait, sous ses pieds, elle a une mine d'or et elle n'en a pas du tout conscience. Effectivement. Alors, l'entreprise a un rôle à jouer, je suis d'accord. Je vais commencer par dire que d'abord, le premier responsable, c'est le collaborateur. Lui, il est responsable de ses talents. Ce sont ses richesses professionnelles. Je ne sais pas moi, est-ce que vous avez envie de confier vos économies à un inconnu? Est-ce que vous avez envie de confier l'éducation de vos enfants à un inconnu? Alors pourquoi on confierait ces talents cachés ou ces talents à quelqu'un comme le DRH, le patron, sa hiérarchie? Il n'est pas plus responsable que nous, mais il est responsable aussi. Parce que ce qu'il faut qu'il s'assure, lui, c'est que l'évolution des talents soit en lien avec la vision d'entreprise, avec, vous voyez, avec le projet. C'est un autre alignement, pour le coup. Et justement. Mais d'abord, si la première personne n'est pas alignée, elle aura du mal à s'aligner avec l'entreprise. Parce que si elle ne connaît pas son projet, on ne pourra pas savoir si son projet est en adéquation avec le projet d'entreprise. Mais du coup, elle est obligée d'aller voir quels sont les talents cachés chez ses collaborateurs, et là, comment elle fait concrètement? Eh bien justement, donc c'est ce que j'ai décrit dans le livre, mais concrètement, elle doit déjà, identifier le potentiel de ses collaborateurs. Vous allez dire, mais on ne peut pas faire pour tout le monde. Mais vous pouvez déjà commencer par ceux qui sont motivés. On a dit tout à l'heure qu'il y avait 69% des gens qui étaient engagés. Il y en a une trentaine qui pourraient peut-être répondre à un engagement, qui sont pris. Donc ceux-là, faisons-leur faire des tests, des bilans de potentiel. Et derrière, une fois qu'on connaît le bilan de potentiel, le rôle du manager est d'assurer que ce potentiel il soit exploité. C'est quoi? C'est des feedbacks, des entretiens réguliers, de l'échange, de la communication? On en parlait en début d'émission. L'échange, l'écoute? Oui, il y a ça. Mais moi, vous savez, quand j'ai fait mon bilan de potentiel, avant de le faire plus tôt, je demandais l'avis à mon entourage privé, à ma femme. Beaucoup le font, beaucoup le font. À ma femme, à mes amis. Est-ce qu'ils seront objectifs sur mes aptitudes professionnelles? Est-ce que c'est à eux, finalement, de le savoir? Si vous avez des talents cachés, c'est à vous aussi de les libérer. Ben justement, c'est pour ça. Alors, comment on fait? Moi, si je me dis j'ai des talents, sûrement,
Comment je les trouve? Alors, il y a des outils qui sont simples, des outils, ce qu'on appelle des outils psychométriques. Hein. Là, on ne va pas évaluer vos compétences. On met ça de côté. On dit simplement, pour des jeunes, justement, c'est pour ça, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont sur la touche, ou des gens qui ont décroché. Eh bien, la première chose à faire, c'est, si vous avez décroché, c'est peut-être justement que vous n'exploitez pas votre potentiel ou votre passion. Passez un test psychométrique. Ça ne coûte pas grand-chose. Il y en a qui sont gratuits. Attention, par contre, il y en a qui ne sont pas forcément très bons, mais vous en avez des bons à partir de 50 €. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va vous dire, le bilan de potentiel? Il va vous décrire, vous remplissez ça, c'est un questionnaire qui est en ligne pendant 1 heure, et il faut que ça soit restitué par un professionnel, comme moi, mais comme d'autres, hein, parce qu'autrement, il y a plein d'interprétations possibles. Moi, j'en ai passé peut-être une dizaine. Ils m'ont tous dit la même chose. Je suis analyste 1 sur 10, innovateur à 10 sur 10. Donc c'est du côté de l'innovation qu'il faut aller creuser. Sauf que j'ai fait toute ma carrière et toutes mes études en tant qu'analyste, y compris mon diplôme d'ingénieur. Et donc c'est là, à 50 ans, quand j'ai fait mon bilan de potentiel, que je me suis dit, mais je ne suis pas à ma place. Alors ça fait un choc, hein, quand même. Après, est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous avez développé en parallèle de votre expérience professionnelle? Parce que des talents cachés, sont-ils forcément innés? Non, c'est peut-être aussi des talents qu'on a développés avec une activité où ce n'étaient pas forcément ces talents-là qui étaient mis en avant. Effectivement, il y a certains talents comme ça qui étaient... il y avait des prédispositions, on va dire. Mais le vrai talent de créativité, de curiosité, je ne l'avais pas imaginé. Je pouvais, mon entourage aurait pu me le dire, mes employeurs auraient pu me le dire. Mais moi, dans mon propre job, quand j'ai créé mon cabinet, hein, j'étais loin d'imaginer ça. Et maintenant, je crée des outils RH, justement, pour aider les entreprises à mieux gérer leurs talents. Alors que j'ai jamais été RH, j'ai jamais eu une fonction. Vous vous rendez compte? C'est pour dire qu'on peut faire comme ça dans tous les métiers. J'ai accompagné des centaines de personnes qui ont évolué dans un autre job. Et où ils s'épanouissent. Et c'est ça. C'est ça. C'est aussi votre mission, la mission que vous êtes donnée, en tout cas, faire en sorte que les gens s'épanouissent dans leur travail. Un dernier conseil, très rapidement, avant de nous quitter, un conseil concret que vous donneriez à tous ceux qui se sentent capables, mais à qui on ne laisse pas leur chance dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? La première chose à faire, ou le conseil ultime? Je serais tenté de dire fuir, mais... Courage, fuyons. Non, mais... Chausser des baskets et aller très très loin. Non, attendez. Rien ne les empêche, tant qu'ils sont encore en activité, de passer un bilan de potentiel. 2, d'aller voir leur employeur et dire, voilà le potentiel que j'ai et que vous n'exploitez pas. C'est celui-ci le conseil, c'est aller parler à votre employeur, à votre manager. Oui. Et après, si vous dites, vous n'avez pas de diplôme, on verra ça dans quelques années, n'attendez pas. Parce que tant que vous êtes dans une dynamique, c'est là qu'il faut agir. Passez à l'action, c'est important. Merci beaucoup, Philbert Corbregeot. Vous êtes, je le rappelle, coach et mentor conférencier chez Talent Latent & Co. Et puis je rappelle aussi ce livre, apparaître aux éditions Erol le 2 septembre prochain. Son titre, Libérez vos talents. Personne ne le fera à votre place. Et je pense que c'est ça qu'on retiendra aujourd'hui de ce grand entretien. Avant de nous quitter, ces fenêtres sur l'emploi. Et on s'intéresse aujourd'hui à la mobilité européenne.